On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Not quite in this race. I want it all to be slow. But don't you feel the time has come for you to see the light? But don't you feel the time has come for you to see the light? Après Morlaix, après Brest, Ouessant, nous sommes cette fois dans le Finistère Sud pour une émission autour de Pont-Aven. Bien sûr, nous sommes venus ici à l'occasion de la réouverture du célèbre musée de Pont-Aven. Donc nous allons parler de l'école de Pont-Aven, nous allons parler évidemment de Gauguin avec la conservatrice en chef du musée, Estelle. Et puis nous n'oublierons pas la gastronomie, nous avons rendez-vous avec le jeune chef du restaurant Armendu qui nous a préparé une de ses spécialités à base d'huîtres, les huîtres d'où? Les huîtres de chez Isabelle Morvan, à qui nous rendrons visite aussi. Vous voyez, on a un joli programme dans ce numéro de Terre de France. Et puis je remercie Thierry qui nous emmène sur sa vedette Gauguin. Elle s'appelle bien Paul Gauguin. Paul Gauguin, quand même, c'est un nom qui convient parfaitement à la visite que nous sommes en train de faire. Alors nous sommes où là, Thierry? Sur l'Avenne? Nous sommes sur l'Avenne. L'Avenne qui est une ria, en fait, qui est une ria de Finistère Sud. Oui. Et donc qui prend sa source à Corray, pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres, et qui se jette dans la mer à 7 km d'ici à peu près. D'accord, alors on va aller jusqu'à la mer là? Alors on va jusqu'à la mer. Vous arrêtez à Cardruc. Nous on va jusqu'à la mer. Donc on va descendre tranquillement l'Avenne en partant de Pont-Aven. C'est un bras de mer en fait. Oui, c'est ça. On est sur le domaine maritime là. Sur le domaine maritime. On n'est pas sur le fluvial comme on dit. Pas du tout. Et on emmène un groupe de touristes qui sont en dessous, Oui. qui sont venus ce matin en car pour embarquer sur la vedette de Thierry. C'est un groupe de châteaux-là, qui se pas très loin. On s'en lasse jamais de ce paysage, Thierry? Non, parce que le paysage il est très changeant, puisqu'en fonction des heures de la marée déjà, en fonction des heures de la journée, on n'a pas les mêmes éclairages. Vous voyez là, c'est la meilleure heure là, le matin, parce qu'on a beaucoup de On voit bien les reflets de la végétation sur l'eau. Exactement. Et ça vous arrive de penser à Paul Gauguin? Oui, tout à fait, on y pense un peu tous les jours, parce qu'on en parle un petit peu pendant la balade. On comprend aussi pourquoi l'école de Pont-Aven, parce qu'on va en parler avec la conservatrice du musée tout à l'heure, mais c'est une école qui est venue ici parce que justement, Pont-Aven, d'abord c'est très très beau, on va le voir, mais en plus il y a cette lumière extraordinaire. C'est le point de départ en fait, de tous ces artistes qui sont venus un petit peu ici pour l'éclairage, pour la luminosité, pour les nuances de lumière. Et ils sont venus aussi, tel Paul Gauguin, qui est venu un petit peu sur l'Avenne, qui a fréquenté en bateau l'Avenne. À l'époque, c'était des barques à rames. Donc il a fait plusieurs descentes et puis donc je pense qu'il s'est inspiré un peu de cet éclairage, cette luminosité, ces paysages, ces couleurs, je pense. Ces couleurs extraordinaires. Voilà. Bon, je vous laisse regarder le paysage un petit peu.
Voilà Thierry, on est sur la ria de l'Avenne, c'est ça, j'ai bien compris. Oui. La ria, ça veut dire la rivière ou... Alors ça non, veut la dire quoi ria, exactement c'est l'équivalent des abers en Bretagne Nord. Oui. C'est un petit bras de mer en fait qui rentre dans les terres. Donc, voilà. On dit aber, l'Abervrac, l'Aberbenois en Bretagne Nord, et ici on dit plutôt ria. Ria. Ria de l'Avenne, ria de l'Oder, ria. Et on peut le faire, on peut le faire à pied, il y a un chemin qui peut le longer aussi à pied. Oui, rive droite, il y a un chemin qui passe sous le château du Hénan d'ailleurs, qui est très sympa. Et puis donc il longe l'Avenne Oui. jusqu'à Portmanec. À certains endroits, il faut un peu remonter sur la route. Mais c'est un sentier qui fait à peu près une dizaine. Il y a 7 km de ria. Sur le sentier, il doit y avoir 10-12 km. Ça se fait en 2 heures. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va le faire en compagnie de Nathalie, elle est guide nature. Donc elle connaît ce chemin comme sa poche, j'ai envie de dire. Et puis nous, on va continuer à regarder les parcs à huîtres qui sont juste là, on est passé au pied. Donc là, on est à marée basse, donc zone de vasière. On a ce qu'on appelle la vase molle, et sur laquelle on va trouver en fait énormément d'oiseaux qui viennent se nourrir. Et puis sur l'Avenne, ici, on a aussi de la culture juste devant nous. Là, on a des moules à même la vase. En fait, à chaque fois qu'on vient sur le terrain, on note ce qu'on voit à peu près. Ah, ça c'est le bruit du courlis. Le bruit du courlis. Courlis, courlis. Il y a un petit bruit strident. Du coup, on dénombre à chaque fois ce qu'on voit et ça permet, on rentre ça dans une base de données qui s'appelle Serena et qui est récupérée par le muséum, qui est national en fait. Tout le monde fait la même chose et ça permet d'avoir à un temps donné des informations sur un site. Au-dessus, on a des jolies zones boisées. Là, par exemple, on a le bois du Hénan. Alors l'if, en fait, c'est le résineux qui existait en Bretagne à l'origine. Par exemple, on le trouve dans les cimetières en Bretagne, comme l'arbre de la mort, puisque son feuillage est toxique. Et sa baie aussi. Autant on peut manger la chair qui est autour du noyau, mais autant il faut faire très très attention à ne pas avaler le noyau. Là, c'est le plaisir, quand on a été bien au soleil, quand on finit la randonnée, de passer dans ces petits chemins creux. Donc on est dans le bois du Poulgouin, donc un milieu qui fait du bien. Donc là, on est parti depuis Pont-Aven, donc on arrive à nos 14 km de marche. On finit par la plage de Portmanec et on arrive jusqu'au port. Et là, avec une belle ouverture sur la mer. Alors, quand on a un petit peu de temps, même on monte un petit peu sur la falaise, parce que alors là, on a une mosaïque de paysages dans quelques kilomètres de carré, et ça, c'est super, d'avoir ce milieu-là. On passe d'un milieu tranquille, serein, qui est la ria de l'Avenne, et puis beaucoup plus ouvert sur la mer, plus austère, qui sont les falaises de Portmanec. Donc là, changement complet de paysage à quelques pas les uns des autres. Bon, on va débarquer nous maintenant, parce qu'on est attendu à Pont-Aven et au musée de Pont-Aven. Merci infiniment Thierry pour cette petite promenade sur l'Avenne. Et vraiment, il faut dire que c'est la bonne heure. On est à la bonne heure, pile, ici et le soir. On a profité de la marée, ça on a bien compris. Et on a profité aussi de votre gentillesse et de votre accueil. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous aussi. Mais il a rouvert il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Oui, c'est exactement. Ça, un peu plus de 2 mois. D'ailleurs, ça sent encore le neuf. Je peux dire que ça sent encore la peinture, parce que ce serait
un peu faire injure aux œuvres qui sont accrochées. C'est pas la même peinture, mais c'est vrai qu'il y a un petit parfum de neuf ici dans ce musée de Pont-Aven. Je vous présente Estelle, qui est la conservatrice, on va dire, hein, en chef de ce musée. Belle aventure, hein? Oui, une aventure longue. Beau challenge. De 10 ans. 10 ans qui ont pour passé arriver à très ça. vite. Oui. Ouais. Alors vous avez, quand on pénètre ici, on va le voir en image, on comprend à quel point l'ancien musée, l'ancien hôtel, vous allez nous expliquer tout ça, et le nouveau musée se sont imbriqués l'un dans l'autre pour faire un ensemble architectural en plein Pont-Aven. Voilà, on est en plein cœur de ville et on a effectivement un bâtiment en forme de U qui reprend une ancienne aile du premier musée, qui reprend aussi l'hôtel Julia, qui avait abrité jusqu'alors la mairie de Pont-Aven. Et on a rajouté à cela un troisième corps de bâtiment, qui est l'aile contemporaine construite par l'atelier de Lille. Dans laquelle Lille. on se trouve, hein. Alors là, on est dans l'hôtel Julia. Ah, dans l'hôtel Julia. On ne s'y retrouve d'ailleurs pas hein, quand on est à l'intérieur. On ne sait Alors pas dans quel bâtiment on est. effectivement, c'est pas évident. Par contre, il y a une fonction par niveau. Donc là, on est au niveau de la collection permanente. Alors l'hôtel Julia, qui était aussi un lieu de résidence des peintres. Oui, complètement. Alors d'ailleurs, là, nous sommes dans un atelier d'artistes conçu par Julia Guillou, voilà, avec cette belle lumière qui vient du nord. Hein, une verrière orientée vers le nord, c'est la meilleure pour les peintres. Et en fait, Julia Guillou avait à cœur de favoriser le séjour des peintres. Elle avait tout à fait conscience que l'essor du tourisme à Pont-Aven passait aussi par les artistes. Alors ce musée, il suffit de regarder derrière nous, hein, c'est le succès, c'est la place où il faut être, comme disent les Anglais, place to be. Hein. Oui, c'est vraiment cela. On est à déjà plus de 25 000 visiteurs. Depuis la réouverture. Depuis la réouverture du musée. Donc c'est pour nous des chiffres de fréquentation complètement nouveaux aussi, on n'était pas habitués. Et 3 années de travaux. 3 années de travaux pleines, oui. Alors, Pont-Aven, on va expliquer l'école de Pont-Aven, parce qu'il faut lier l'un et l'autre, le musée et l'école de Pont-Aven, et puis un personnage central qui est Gauguin, Paul Gauguin. Alors, Paul Gauguin, ici, représente quoi? C'est le musée Gauguin, le futur musée Paul Gauguin? Il reste assez peu d'œuvres de lui en France. Alors, malheureusement, effectivement, l'œuvre de Gauguin est très essaimée de par le monde, mais en tout cas, on peut dire qu'en tant que peintre, il naît à Pont-Aven. C'est là qu'il se trouve, qu'il pose son style, le fameux synthétisme. Et l'œuvre du musée, c'est précisément de rassembler au fil des années tout ce qui fait écho à cette époque, entre 1886, son premier séjour à Pont-Aven, et 1894, le 5e et dernier. Alors, ce que vous appelez synthétisme, c'est quoi? On fait fi des formes, mais place à la couleur, et c'est ça? Alors, voilà, en quelques mots, c'est vraiment simplifier les formes, avoir recours à des grands aplats de couleurs et non plus des petites touches clairsemées, et surtout faire parler l'émotion. C'est-à-dire que le peintre ne va pas imiter ce qu'il voit, mais va plutôt suggérer ce qu'il ressent. Donc, on n'est pas dans la reproduction. Non. On est dans l'expression. Voilà, exactement. Il peut vraiment choisir une couleur qu'il n'a pas vue, mais qui correspond à ce qu'il ressent lui. Et après, il y aura Tahiti, puis les Marquises, puis un petit aller-retour, je crois. Hein. Il ira encore plus loin à ce moment-là? Alors en fait, l'ultime étape, c'est Ivaoa, où il va mourir. Mais c'est vrai que la Bretagne est marquée par des allers-retours fréquents, que ce soit à Pont-Aven ou au Pouldu à côté. Comment vous avez fait pour avoir au moins un Gauguin ici? Eh bien, je veux dire que c'est grâce à la générosité de l'association des Amis du musée et aussi des habitants, puisqu'on a mené une magnifique souscription publique en 2003. Et on a même rassemblé plus que nécessaire pour acquérir ce fameux pastel. Et puis il y a ce fameux tableau du musée d'Orsay. Oui, alors le musée d'Orsay, c'est un peu notre grand frère. Et donc, pour accompagner cette réouverture, il nous a fait l'honneur de nous déposer 2 œuvres de Gauguin, ce qui est vraiment exceptionnel. Qui lui aussi est un musée qui venait d'une gare, construit dans une gare transformée pour l'occasion. Voilà, c'est un bâtiment qui a eu une autre histoire avant. Il y a une petite similitude avant. Oui, c'est vrai, je pense qu'on est un petit peu aussi influencé par ce musée qui a apporté beaucoup d'idées neuves, y compris pour les 6 messes de couleurs où sont présentées les œuvres. Estelle, on voit quelques œuvres là en passant. Qu'est-ce qui amène les peintres ici à une époque à Pont-Aven, à cette fin du 19e siècle? On va dire que plusieurs facteurs favorisent leur implantation. D'une part, la beauté des paysages préservés, comme le port, le centre de Pont-Aven aussi. On va les voir un petit peu dans les rues. Oui, bien volontiers. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir trouver des pensions accueillantes et ces bonnes hôtesses qui vont tout faire pour favoriser le séjour des peintres. C'est une expression équivoque, mais ces bonnes hôtesses, c'était qui? Alors, on peut citer Marie-Jeanne Gloanec, Julia Guillou,
qui vont proposer donc la chambre, le couvert, qui laisse aussi le peintre tout oser. Finalement, on peut peindre un petit peu sur les murs, c'est pas très grave. Et on peut régler ses factures en laissant des œuvres qu'on ne récupère pas forcément toujours après. Bien, vous avez récupéré quelques morceaux de bois, Oui. avec quelques signatures, hein, quelques membres Voilà, de peinture. quelques lambris ont été récemment retrouvés dans l'ancienne C'était des pension de lambris. Loanec. Voilà. Et on a retrouvé la signature du peintre américain Arthur Doe, par exemple, mais aussi des citations, des petits croquis Et il y avait du papier peint dessus. qui ça avait les a été recouvert. protégés. Vous Oui. pensez, vous, que ça les a protégés et non pas abîmés? Exactement. Sinon, Ça tout peut ça aurait paraître disparu. paradoxal, mais je pense qu'autrement, toutes ces traces auraient été effacées. Cette école de Pont-Aven, c'est aussi une lumière, celle de la Bretagne Sud. Oui, voilà. En fait, la lumière en Bretagne est quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, elle revient constamment en dépit des intempéries. Et les peintres vont très bien les retranscrire et déjà, en fait, naît une palette assez colorée dans l'œuvre de Gauguin et de ses disciples à Pont-Aven, oui. Comme il y a les peintres flamands, il y a les peintres de Pont-Aven. Voilà, C'est on un peut peu des dire que- écoles liées à chaque fois à une lumière. Oui, et à une figure aussi. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est Gauguin qui inscrit Pont-Aven sur la carte du monde. Avant lui, Pont-Aven était assez peu connu. Et lui va en faire un mouvement de peinture, ce qui est très exceptionnel dans l'histoire de l'art. Donc, vous faites un appel aux collectionneurs privés qui posséderaient des Gauguins. Ah, Prêtez-les-nous. toujours. En fait, on a plusieurs bonnes fées autour du musée de Pont-Aven et c'est vrai que les donateurs, collectionneurs ont beaucoup œuvré dans l'enrichissement des collections au fil des années. Mais peuvent faire mieux encore. Ah, on peut toujours. Ce serait bien que Gauguin revienne un petit peu ici, dans ce Pont-Aven qui était aussi chez lui, Oui. même s'il y faisait parfois des courts séjours d'ailleurs. Hein. Il était Voilà, pas ça en pouvait permanence aller ici. de quelques semaines à plusieurs mois, mais en tout cas, ce qu'il appréciait à Pont-Aven, c'était vraiment ce côté très rustique, en fait, très authentique. Et il en parle en fait dans sa correspondance, que ce soit à sa femme, à ses amis artistes, Van Gogh par exemple. Il essaye de le convaincre pour venir à Pont-Aven. Alors, avant de rejoindre Virginie, donc un petit peu plus loin, qui va nous faire découvrir sa maison reconstituée, hein, là où les peintres vivaient aussi, je vous propose d'aller faire un petit tour dans Pont-Aven. Vous nous montrer quelques petits trucs qu'on aurait envie de peindre, Je vous emmène. même si on est nul. Merci. Ben voilà, maintenant vous avez une idée de Pont-Aven comme on a pu le peindre, et aussi pourquoi des lieux comme celui-ci ont attiré autant les peintres. Il y a eu des tableaux ici qui reproduisent ce qu'on voit là? Alors oui, c'est un cadre tout à fait emblématique des sites d'inspiration des peintres de l'école de Pont-Aven. On a le moulin en arrière-plan, donc ici le moulin de Rosmadec, la rivière qui coule très vivante, la Veine qui les a beaucoup séduits aussi. Et puis on devine déjà en fait ces pierres de granit si emblématiques de Pont-Aven, très rondes, un petit peu comme celle du Helgoat en fait. Oui, qu'on a découvert tout à l'heure en bateau, et le pont sur la Veine qui se trouve pas très loin. Voilà, à quelques pas d'ici, donc on a ce célèbre pont où les peintres un peu de tous horizons étaient si souvent photographiés, réunis comme ça, prêts à débattre, refaire l'art en fait. Est-ce qu'il y avait des débats artistiques entre eux, Oui. entre tous ces peintres? Manifestement, d'après les échanges de correspondance, oui. Alors, par exemple, se sont affrontés ici les réalistes, naturalistes, qui voulaient plutôt représenter comme ils voyaient, avec les impressionnistes, qui déjà allaient un petit peu au-delà et transcendaient un petit peu la représentation figurative, et puis ensuite ceux du groupe de Gauguin, qui vraiment se fâchaient, étaient prêts à se bagarrer avec les autres, les plus académiques. On pouvait parler de querelle d'ancien et de moderne ou pas tout à fait? Ah oui, on peut dire qu'elle a eu lieu aussi à Pont-Aven, ça c'est sûr, parce qu'il y avait ceux qui voulaient rester fidèles à l'enseignement académique et ceux qui voulaient vraiment rompre en venant ici. Alors quand on vient à Pont-Aven, on doit évidemment aller voir votre musée qui est un succès incroyable. Combien de visiteurs déjà depuis l'ouverture? Alors on est à près de 30 000 visiteurs là. Largement au-delà de Oui, tout à vos fait. espérances les plus folles, et c'est bien mérité. Et puis il faut aller aussi au Pouldu. Oui, c'est vraiment la seconde étape à parcourir après Pont-Aven pour vraiment apprécier pleinement ce mouvement École de Pont-Aven,
puisque Gauguin, à un moment donné, on a eu assez d'avoir trop de monde autour de lui à Pont-Aven et s'est réfugié au Pouldu avec ses amis. Voilà, c'était avant Tahiti, tout ça. Écoutez, ça tombe bien, Virginie nous y attend, mais on ne peut pas venir à Pont-Aven sans goûter aux célèbres galettes de Pont-Aven. Donc le mieux, c'est avec TBO d'aller à l'usine, directement, à la fabrique. Merci beaucoup, Estelle. Merci pour cette belle visite. Bonjour et bienvenue à la biscuiterie de Pont-Aven, l'atelier de la galette. Alors ici, on fabrique encore la galette comme autrefois. Suivez-moi. Vous avez dans un premier temps l'atelier, c'est vraiment le cœur de la biscuiterie où sont fabriqués tous les produits. Et puis vous avez 6 étages. Nous utilisons uniquement du beurre de Baratte qui nous vient de Quimper. Nous travaillons en circuit court avec pratiquement tous nos fournisseurs. Notre farine vient de Pont-l'Abbé. Nous faisons venir également nos œufs du Cap Sizun. C'est un marché qui fonctionne parce que c'est un biscuit qui fait partie aujourd'hui du patrimoine gastronomique. Aujourd'hui, c'est fabrication de galettes bretonnes. Une fois qu'on a pesé tous les ingrédients, c'est-à-dire de la farine, les œufs, du beurre, du sucre, du sel. Une fois que tout est pesé, on met dans le pétrin, on mélange le tout pendant un petit quart d'heure. Une fois que le mélange est fait, on va passer au conditionnement de la galette sur plaque. Donc ça consiste à mettre la pâte dans la trémie. Donc la trémie, c'est la cuve. Une fois que la pâte est mise dedans, ça sort au niveau d'une règle. Et après, c'est coupé avec un fil à beurre. On en fait environ entre 6 et 7 000 à 2 dans la journée. Donc une fois que c'est conditionné sur plaque, au pinceau, tout simplement, on va donner un petit coup de dorure dessus pour la faire briller. Alors on fait tout ce qui est fabrication Queen Yaman à différents parfums, gâteau breton pareil. On fait le financier, le phare, le gâteau breton et le 4 quarts. Une production annuelle est équivalente entre 15 et 20 tonnes à peu près. On est environ l'été, en période estivale, entre 10 et 15 personnes. Alors, par an, on peut recevoir entre 300 et 400 000 personnes facilement. Donc le dernier net de notre fabrication, effectivement, il faut en parler parce que c'est le seul produit de la maison où il n'y a pas de beurre dedans. C'est le cracou. C'est un craquant caramel salé. Donc, du blanc d'œuf, du sel, du sucre, un petit peu de farine et des noisettes concassées. On est sur une commune très touristique. On a aux alentours de 80-85% du chiffre d'affaires qui est fait avec de la clientèle de passage. Et puis on a une clientèle de fidèles, des gens qui viennent une fois par semaine acheter leur Queen Yaman, acheter leur galette. Pour offrir. À l'heure où aujourd'hui la plupart des biscuiteries bretonnes sont industrialisées, ici on travaille de façon artisanale, les gens connaissent Pont-Aven pour 2 choses. Les gens connaissent Pont-Aven pour être la cité des peintres, le souvenir de Gauguin, de Sérusier, de Meyer de Hann, de tous ces artistes qui ont fait l'école de Pont-Aven. Et ils connaissent aussi Pont-Aven pour sa galette. Follow me down, there is somewhere I want to go. Up on the stars, oh down below, 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 below. You don't know how this came to be. You don't know how this came to be. Je vous avais dit qu'on viendrait ici au Pouldu. Eh bien, nous y sommes en compagnie de Virginie Correc, qui est la responsable de la maison musée du Pouldu. Là, on est sur la plage de ce qui était finalement un hameau. Il y avait quelques maisons à l'époque de Gauguin et quelques autres peintres qui habitaient là, qui venaient là, qui n'habitaient là que temporairement. Ils venaient pour peindre surtout sur le chemin des peintres. Ils sont venus combien de fois? Gauguin, par exemple, est venu combien de fois? Alors au Pouldu, il va venir en tout 3 fois. Il va venir en 1889, plusieurs mois.
il repartira à Paris. En 1890, en juin, il revient au Pouldu jusqu'en novembre. Et puis après, il reviendra après Tahiti. Alors, on comprend pourquoi, parce que quand on voit le paysage qu'on a autour de nous, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on n'a qu'une envie, c'est de se poser et regarder. Et si on a l'œil du peintre, là, évidemment, c'est encore mieux parce qu'on en fait des chefs-d'œuvre. Mais qu'est-ce qui a attiré vraiment Gauguin et quelques autres peintres ici, en plus de cette lumière, de ce paysage? Donc, ils découvrent la Bretagne par Pont-Aven. Ce qui les amène jusqu'au Pouldu, pour Gauguin, c'est cette recherche d'un côté toujours plus sauvage de la nature et de s'isoler. Il voulait s'isoler des autres peintres? Voilà, s'isoler. Pourquoi? Parce qu'il évoluait? Voilà, donc en peinture, on dit qu'en 1888, il a inventé un nouveau courant de peinture qui est le synthétisme, avec le jeune Émile Bernard. Celui qu'on connaît vraiment. Voilà, ces formes simplifiées, cette palette de couleurs plutôt simples, mais des couleurs assez prononcées. Assez vives, oui. Voilà, qu'on retrouvera à Tahiti, mais pour s'éloigner voilà, de ces regards, de cette grande plus classique, colonie de peintres. on va dire. Il s'échappe du classicisme en passant par ici, puis Tahiti, encore plus loin. Alors, c'est pas tout à fait ça. Non. Il était impressionniste, donc déjà il n'était plus dans le classicisme, impressionniste, et par contre de l'impressionnisme, il évolue vers ce qu'il veut, il veut créer quelque chose d'unique sur ses toiles et vers ce synthétisme. Alors cette maison où on va aller, hein, on va aller voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'était? Un bistrot, une auberge, un hôtel, une chambre, c'était quoi? Alors c'était la buvette de la plage, donc le commerce de la propriétaire Marie-Henri avant tout c'était cette buvette, mais elle avait quelques chambres pour louer aux gens de passage, qui fait que Gauguin et d'autres peintres ont pu y rester des semaines, des mois, voire des années pour certains. Alors que reste-t-il de ce qui existait à l'époque, cette buvette? Il ne reste plus rien. Rien malheureusement. Bon, vous allez nous le raconter là-bas, Voilà. parce que les lieux en revanche ont été faits exactement à l'identique. Et on se croirait vraiment à l'époque, dans les années 1880, 88, voilà, 89, enfin à peu près dans ces 90, eaux-là. Voilà, On y va, je vous suis. You don't know how this came to be. Oui. Follow me down the river where I want. Donc Jacques, vous avez ici la maquette de la buvette de la plage. Telle qu'elle était à l'époque. Voilà, car aujourd'hui elle n'existe plus. On avait donc rez-de-chaussée, premier étage, et puis un petit appentis de bois qui servait d'atelier aux peintres. Oui. Ils ont réalisé de nombreuses œuvres. Ici, à l'étage, les chambres. Hein, Les je chambres, suppose. voilà, Et tout à puis la fait. salle à manger, la cuisine. Et le commerce de la buvette et la cuisine au rez-de-chaussée. On va aller voir, mais alors, tout ça, l'histoire dit qu'ils avaient peint à l'intérieur. Et que reste-t-il? Rien. Alors sur les peintures qu'ils avaient réalisées au niveau des murs, c'est des œuvres qui vont tomber dans l'oubli. Au départ de Gauguin et au départ ensuite de la première propriétaire des lieux, eh bien, du papier peint va venir recouvrir ces murs. Comme souvent. Hein. Voilà, et ça tombe dans l'oubli. Et elles seront redécouvertes qu'en 1924 et découpées en 1925 pour partir aux Ça veut États-Unis dire dans qu'on un a premier temps. découpé les murs, puisqu'ils peignaient sur les vitres, les portes, les murs, Voilà. etc. Ils ont décidé hein, de repeindre la maison, comme on dit, sauf que eux, peindre, c'était en bâtiment, c'était Gauguin. Quoi. C'est ça. Et on a découpé les murs. Voilà, donc pour ce qui est fresque sur plate, les murs ont été découpés. Et tout ce qui était ensuite toile accrochée au mur ou marouflé sur les portes, on a récupéré les portes, on a récupéré les toiles. Voilà, dans un premier temps. Et vous avez essayé de reconstituer. Voilà, on a reconstitué à l'identique le ici, à décor l'identique, ce lieu. de la salle à manger et des autres pièces. On va regarder le. Là, c'est quoi? La cuisine? Là, ça sera la cuisine. Allez, on va dans la cuisine. Et donc, c'est là où se préparaient les repas pour ces messieurs? Voilà, donc ici est reconstituée la cuisine de Marie-Henri, donc relativement moderne pour l'époque. Il y a du monde, hein, vous remarquez, il y a une bande son dans toutes les pièces qui reconstitue l'ambiance sonore. Hein. Voilà, on est dans l'idée d'évoquer le quotidien, donc dans la cuisine c'est l'heure du repas, Marie-Henri a sa fille à côté d'elle qui balbutie et puis elle est en train de préparer... Les repas et ces messieurs après allaient s'attabler par là? Voilà, ils allaient s'attabler dans la salle à manger.
C'est Gauguin qui jouait du piano, Virginie? Qui essayait de jouer du piano, oui, effectivement. C'était pas lui. Mais ils avaient chacun un instrument, parce que le piano qu'on entend, évidemment, c'est pas Gauguin, hein, c'est pas un vrai piano, c'est toujours la fameuse bande-son. Et puis alors là, on a les peintures dont on parlait tout à l'heure. Elles sont où ces peintures, Virginie? Alors, quand elles ont été récupérées en 1925, dans un premier temps, elles partent aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez l'Oie au-dessus de la porte qui est au musée des Beaux-Arts de Quimper. Elle fait Ah, quand même. Voilà, donc Quand une même. œuvre qui est restée dans le Finistère. Vous avez les 2 tailleuses de lin qui font partie d'une collection privée aux États-Unis, toujours. C'est le mur qu'on a découpé, ça. C'est ça. Donc les 3 parties ont été découpées parce qu'à la suite, vous avez une autre œuvre de Gauguin qui représente une jeune Bretonne au rouet qui est aujourd'hui conservée au musée Van Gogh à Amsterdam. Et puis le petit, là, je sais pas si on le voit. Vous allez voir. Ça, ce petit carré, là. Donc c'était une petite nature morte marouflée sur la petite porte de placard que l'on doit à Meyer Dehaene, le peintre hollandais qui vient aussi avec Gauguin. Et elle est aujourd'hui en dépôt au musée de Quimper, mais fait partie de la collection d'Orsay. Finalement, il reste pas grand-chose ici, dans la région, de ces peintres. Sur la période du Pouldu pour Gauguin, Sérusier, Filiguère, mais surtout Gauguin, il reste très peu d'œuvres majeures. On est plutôt encore sur de la gravure, sur du dessin, quelques huiles, mais effectivement, elles sont dispersées à travers le monde. Combien de visiteurs par an ici? On est à environ 6600 visiteurs. C'est beaucoup. C'est pas mal. Bon, alors bravo. Merci beaucoup, Virginie. Vous aimez les huîtres? Chaude. Ah bon, voilà, ça on va lui demander. Isabelle Morvan. Et on m'a dit, il faut aller chez Isabelle Morvan déguster ses huîtres. Alors je vous y invite, vous pouvez venir avec nous. Le temps de se rendre là, c'est loin en fait? C'est à Mouillon-sur-Mer, c'est juste, à côté. Ouais. Alors le temps d'aller chez elle, on va suivre TBO et des chasseurs d'épaves. Ici, c'est à côté. À 40 mètres sous la mer, là où reposent à jamais les navires échoués de notre histoire, des ombres palmées se faufilent dans les carcasses rouillées. Ce sont les chercheurs d'épaves, mi-historiens, mi-plongeurs, aventuriers avant tout. Pourtant, si l'on veut percer les mystères des profondeurs, la première étape n'est pas de se jeter à l'eau, mais plutôt de faire un petit tour au bistrot. Hors saison, le petit port de Douélan est bien paisible. Ce mercredi matin, 4 chercheurs d'épaves se sont donné rendez-vous dans leur QG, le Suroît. Petit check de la météo, puis réunion informelle pour préparer l'exploration du jour. Et la côte sud bretonne ne manque pas de trésors. Les combats se situent sur une ligne relativement régulière le long des côtes. Et c'est pour ça que, bon, on a quand même, à l'entrée de la rade de l'Orient, on a un foison d'épaves des 2 dernières guerres, quoi. Soit allemande, anglaise, française. C'est le Philomèle qui intéresse nos plongeurs ce jour-là. Un navire coulé en 1918 au large de Douélan. Il était rempli de matériel de guerre, relativement sans intérêt. Hein. On trouve beaucoup de talonnettes de plastique, la coloniale, tu vois, pour les chaussures. On trouve du fil de cuivre pour les transmissions. On trouve des bouteilles vides. On trouve du tissu pour les tentes. Hein. Donc tout ce qui servait à l'intendance de l'armée. Des objets engloutis, loin d'être anodins, lorsqu'on a l'âme d'un chercheur de trésors. On voit par exemple tous ces petits armements de guerre, ces talonnettes en plastique marquées la coloniale. Quand tu vois, je veux dire, tu vois la godasse du poilu dans la boue, quoi, quelque part, quoi. Quelque part, tu te dis, tiens, ça c'était destiné à des gars qui sont sur le front. Il y a tout ce côté petit objet et grande misère, quoi. Ça peut émouvoir certaines personnes. Moi, je suis assez sensible aux petits détails qui fait que, tu vois, l'objet, la bouteille de sauce anglaise, elle était peut-être sur la table au moment du torpillage. Il y a peut-être un gars un Britannique qui était en train de manger un truc infâme, tu vois, comme ils savent le faire, quoi. Une fois la partie recherche historique terminée, place à l'action. Leur bateau les attend sur la cale, le matériel et leurs équipements doivent être vérifiés avec précision avant de partir en mer. La plongée, aussi ludique soit-elle, reste une discipline qui comporte des risques. L'aspect particulier, c'est les gaz qu'on va utiliser pour aller plonger sur une profondeur quand même relativement conséquente. Notamment aujourd'hui, on sera légèrement en dessous de 40 mètres, 38-39 mètres environ avec le coefficient de 92 à marée basse. En temps normal, la moyenne sur le Philomèle est d'environ 41-42 mètres. Donc là, on va utiliser un nitrox, donc un mélange suroxygéné pour la plongée.
et on va utiliser un gaz de décompression à l'oxygène pur pour faire une décompression à 6 mètres de fond. Et c'est parti pour la découverte du Philomèle. Ce n'est pas leur première visite de l'épave, mais chaque fois, l'aventure est différente. J'aime beaucoup les épaves pour le côté un peu lugubre. L'atmosphère est particulière autour d'une épave. On se rend compte d'ailleurs que les plongeurs confirmés adorent cette atmosphère-là, et c'est ça qu'on va retrouver en priorité dans l'eau. Laissons les rêveurs explorer. En remontant à la surface, c'est sûr, ils raconteront leurs épopées, car le point commun de ces aventuriers, c'est le plaisir de partager. Et là, viens là, toi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gus. Gus. Et là, il aime l'eau, Gus. Hein. Oui, il aime l'eau. Il aime les huîtres aussi. C'est normal, c'est un propriétaire, Là, elle là. est ostréicultrice. Et tu es contente de ta propriétaire ostréicultrice? Oui, vous voyez. Mais il s'en fiche complètement. Hein. Ah Je oui. ne vais pas vous Oh, mais vous non, il est décevoir. gentil, Gus, il est gentil. C'est quoi le métier d'une femme ostréicultrice ici? Alors, déjà, vous voyez un peu où elle vit, Ouais. hein, franchement. Ouais, j'ai de la On fasse chance. attention à la marée parce que je sens que ça monte. Oui, vous allez voir, vous n'avez Bon. pas mis vos bottes, tandis que Recule moi un peu, je s'il les vous porte. Je les porte bien. Alors, c'est quoi le métier d'une ostréicultrice ici, dans ce pays magnifique? Eh ben, c'est élever des huîtres, donc huîtres creuses ou huîtres plates dans la rivière. Oui. Et Ça s'appelle faire le mérien, le Mérien. ici. L'océan étant là-bas, Là-bas. derrière la la- marée monte Voilà. dans la rivière et c'est pour ça que bientôt on aura les pieds dans l'eau. Tout à fait. Vous voyez que j'ai tout à compris. fait. Hein. C'est très bien. Bon. Et vous- Et alors, les huîtres particulières? Alors, Vous faites, pas spécialement particulière. Il y a l'huître creuse et l'huître plate. C'est quoi la différence à part qu'il y a une plate et une creuse? Ce C'est sont tout. deux espèces Le d'huîtres goût est très différent, différents. Oui, l'huître Vous plate préférez, qui vous était la première huître, moi l'huître plate, Que vous appelez comment? la bélon. Ah, vous dites bélon, vous? Oui, Pas je belon. dis- non, il y a un petit accent aigu sur le... Ça, vous le savez depuis longtemps? Non, pas trop. Pas trop. Avant c'est vrai qu'on disait belon, aujourd'hui on dit bélon, Bélon. parce qu'effectivement, il y a Ça, un accent. c'est celle que vous préférez? Oui. Pourquoi? Elle a plus de goût, elle est plus charnue, elle est plus... Elle n'est pas spécialement plus charnue, mais elle a ce petit goût noisette qui vous reste en Ah, c'est bouche ça. quand vous la croquez. Alors, comment on les reconnaît? Parce qu'il y a des huîtres très grasses, des huîtres moins grasses. C'est quoi une bonne huître pour vous? Quand vous dites, alors là, voilà, Ouais. voilà, regardez mes huîtres comme elles sont belles. Oui. Elles, Alors, elles sont comment? ça, c'est propre à chacun, puisque on a tous des goûts différents. Oui. Moi, pour parler de moi, je préfère l'huître qui est un petit peu charnue, Oui. c'est-à-dire une huître à cette époque-ci, au printemps, avant qu'elle ne commence son cycle de reproduction. Donc c'est une huître qui en bouche va éclater et va donner toute sa saveur. On a l'impression que c'est un métier ancestral qui n'a jamais évolué. Mais pourtant, si, parce que, enfin, vous me dites si je me trompe, mais Oui. il y a des normes européennes qui sont arrivées, vous Oui. ne pouvez plus faire tout comme Oui. avant. Mhm. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Ce qui a changé avec les normes européennes, on a eu de nouvelles obligations par rapport à un suivi sanitaire des huîtres. Avant, les exploitations ostréicoles avaient tous des bassins submersibles. C'est que vous Je voyez. sais pourquoi elle m'a mis de dos à la rivière. C'est pour que j'ai les pieds dans l'eau. Chaque exploitation ostréicole, vous m'écoutez pas beaucoup, hein, Non, je vous écoute. avait Oui. des bassins submersibles comme Ça. celui qui est là derrière vous, qui se recouvrait, Mes chaussures. voilà, comme vos chaussures, à la marée montante. Aujourd'hui, les normes européennes nous ont obligés à avoir des bassins insubmersibles dans lesquels nous pompons vous de qui l'eau de mettez de mer. l'eau. Voilà.
Aérés, enfin, par des Tout systèmes. à fait, aéré. Et on a une obligation de 48 heures minimum de stockage de nos huîtres Et dans ces bassins. de vous à moi, ça change quoi? C'est une filtration supplémentaire de l'huître. Donc une garantie au niveau sanitaire, aucun changement au niveau gustatif. Bon, on va regarder un petit peu les bassins là-bas. Ouais. Et puis, vous allez m'en dire un petit peu plus sur la façon de déguster les bonnes huîtres. Ah. On les goûte, ces bellons. Oui. Il n'y a pas de marée là, ça monte pas. Non, 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 là, vos chaussures ne craignent rien. Voilà. Elle Et faisait voilà trempette les là, bellons. c'était. Oui, Ah, oui, oui. Il y a les bellons, tiens, je vais les montrer à la caméra. Voilà, la bellon, la plate. On voit bien qu'elle est plate. Exactement. Ah oui, Elle est par belle, rapport aux huîtres creuses, oui, il y a une On peut en différence goûter de une coquille. ou c'est trop demandé à madame? Oh, je sais pas. Alors, Je vous me savez les ouvrir? Bah. Oui, d'accord. Non mais c'est votre métier, hein. Moi c'est pas le mien. Ah, Enfin je sais, sans me blesser, c'est pas pareil. d'accord. Et comment vous faites vous? Ouais, vous voyez, ça y est, c'est ouvert. Une huître plate, Ah, elle s'ouvre comme. ça s'ouvre par la charnière. Comme si on tranchait quoi. Oh, magnifique. Voilà. Merci. Alors vous allez couper le muscle comme les autres et puis la déguster. C'est bon là? Oui, très bien. Merci. Parfait. J'ai raté. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je mange salement. Hein. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment coupé le muscle. Et en plus je vais me faire attraper. Eh ben, Voilà, je fais comme ça. alors, Ah, délicieux. elle était bonne? Ah, Bon, délicieux. parfait. Délicieux. Bah, parfait. Bah voilà, l'huître plate ou bellon. On peut les cuisiner plein de façons. Hein. Alors, l'huître plate, en général, est mangée telle que. Les gens l'ouvrent et la dégustent nature ou avec Vous une mettez pointe du de citron, citron. vous? Ouais, on non, peut. non, pas Moi, moi. j'aime pas. Je trouve que Non. c'est tellement bon comme ça. Ah oui. C'est mieux nature parce que là, on préserve toutes les qualités gustatives de l'huître, alors qu'avec une pointe de citron ou du vinaigre Et échalote, après, on sent trop le change citron, on sent voilà, trop l'échalote. Voilà, tout à fait. Allez, j'essaye d'en ouvrir C'est une. ça la hein. télé? Oui, bah mettez-la à l'endroit déjà. Oh, parfait. Allez, parfait. Allez-y. Bon, je Un petit sens peu de pas force, bien. un petit peu de force, un petit peu de Oui, force. mais j'ose pas. Allez. Voyons. Ouais, je croyais que les hommes avaient plus de force que ces messieurs. Oh, ça va, hein. Oh, merde, j'arrive. Bon, je vais commencer ma Oui. bourriche, moi, parce que... Oh là là. Ah, c'est difficile, hein. Ouais. Je vais vous montrer. Je vais vous faire une deuxième leçon. Oui. Au bout de la Peut-être deuxième... qu'à la deuxième, j'aurais compris. Oui, exactement. Ça ira mieux. Voilà, c'est Bah, bien, comme c'est bien. ça. On a de quoi se régaler, là. Bon, Allez. alors on recommence. Allez-y. Je vous Voilà. regarde, hein. Je regarde Allez, bien. ouais, faites attention. Alors, Voilà. elle est ouverte. Ah oui, mais Allez-y. là, il y a un truc. Ah C'est oui. parce que j'ai vu, vous poussez la lame par-dessous. Voilà. Ah, Allez-y, j'ai continuez. compris. Et le muscle? Oui, bah, j'y suis pas encore. Vous n'avez pas remporté le championnat des cahiers? Et voilà comment en une seule émission on se ridiculise définitivement dans le Voilà. cœur de France. Merci beaucoup Eh Isabelle. bah, C'était- dites donc. C'était sympa. Oh, mais si, on y arrive. Eh oui, Il faut c'est de la toujours persévérance. être, voilà, persévérance. C'est une question de persévérance. Tout à fait. Quand on n'est pas doué, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, de récompense. Voilà.
Ça, c'est la récompense. Voilà, Super bon. Hein. exactement. Essayez pas de m'en mettre partout comme tout à l'heure. Hein. Alors C'est bon. Bien. Bravo. Alors, est-ce que vous préférez les huîtres plates aux huîtres creuses? J'aime les deux, mais les plates, c'est bon. Ah, t'as ce petit goût noisette qui reste en bouche. Il est vraiment particulier à c'est l'huître vraiment bon. plate ou bélon. Bon, ben merci Isabelle. Je prends la bourriche. Voilà. On va lui mettre son petit chapeau. Hein. Oui. À côté, je crois. Oui, Ça se fait à côté. oui, tout à Merci fait. beaucoup pour Oui, votre accueil. merci à vous. Pour les leçons premier degré hein, Tout à fait. d'ouverture des huîtres. On Je recommencera. reviendrai. On recommencera. Voilà. Et puis, tiens, le temps qu'on aille au restaurant que vous Oui. avez recommandé, je vous propose d'aller faire un tour en kayak avec nos amis de TBO. Je crois que c'est Vincent et sa famille qui sont dans le Kiram. Très bien. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Il faut mettre le couvert. À bientôt. Venez, venez. C'est bon, on se prépare. On met les jets de sauvetage. Et c'est parti. Nous, on aime bien venir tous les week-ends ici au Poulu. Et c'est un super spot pour faire du kayak. Et moi, pour ma part, je suis moniteur de kayak. Et du coup, toute la famille s'y est mise. Et c'est vrai qu'ici, il y en a vraiment pour tout le monde. Hein, du kite, du surf et de la voile. Et aujourd'hui, c'est une belle matinée pour partir. Allez, c'est parti. Derrière la maison de Thierry Lhermitte, quand il vient jouer Doc Martin à Doualan, là. Vous avez vu, c'est l'abbaye où on était voir la nuit des chauves-souris l'année dernière. Bon, on arrive en roche, on débarque. On va se changer, c'est parti. Ah, les roches du diable. C'est un lieu magique ici. Le diable aurait habité parmi les rochers. Il aurait livré un combat sans merci contre Saint-Guénolé. Mais maintenant, c'est surtout un lieu parfait pour le kayak. Et régulièrement se déroulent les épreuves internationales ici. C'est plutôt donc un parcours réservé aux meilleurs. Par contre, pour les débutants, il y a d'autres parcours sur le long de la rivière qui leur permettent de pratiquer le bateau. Et parmi toute cette nature, on peut très bien facilement faire du VTT, du cheval ou de la tyrolienne. Et c'est un super camp aussi pour les départs de randonnée, pour aller notamment jusqu'à Quimperlé. Regardez à gauche les enfants, c'est l'abbatiale Sainte-Croix. Elle est ronde, elle a plus de 1000 ans aussi, c'est la plus vieille église de Quimperlé. On va manger une petite crêpe hein. Ah d'accord, ok. Ah, on l'a bien mérité après une journée comme ça. Alors après une journée comme ça, rien de tel de terminer par une bonne table. Il y a Quimperlé, c'est pas ce qui manque, les bons restaurants. Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a quand même bien mérité. La crêpe à l'andouille, produite dans la commune voisine de Quimperlé qui s'appelle Beille. Et celle-ci est farcie avec des enclaves de poitrine fumée. Elles sont très bonnes. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. This could be the last time that we sat here on the tree. The boys are playing catch up while the girls lose sympathy. And I can hear the warning signs of life whispered to me, but I'm happy. I'm happy now. Growing up don't have to be a chore to overcome. Published in the book of life, it's a job that must be done. Carry what you need with you, the journey should be fun and be happy. Où il est Jean-Marie? Bonjour. Ah, Jean-Marie Le Guen. Bonjour Enchanté, Jacques. Je vous présente Jean-Marie Le Guen, c'est le chef de l'Armendu. Hein, C'est Jean-Marie ça. Armendu, ça veut dire Le rocher noir. Le rocher noir, parce que alors là, la vue d'ici, de la cuisine, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Mais la vue d'en haut de la salle de restaurant, non de nom. On n'a qu'une envie, c'est de s'installer et de déguster ce que vous faites là. En plus, chef reconnu
Hein, Reconnu, je sais pas, mais on est là pour faire du bon boulot. Par les bons guides. Hein. Bon, alors, Isabelle, elle m'a confié ça pour vous, une petite bourriche d'huître. D'accord. Elle m'a demandé si c'était des belons ou des plates ou des creuses. Alors j'ai dit des creuses ou des plates, on a mis les deux. D'accord. Bon, ça va, on va se débrouiller avec ça. Et alors Jean-Marie nous a préparé forcément une petite recette avec à base d'huîtres. Ça donne quoi, Jean-Marie, la petite recette à base d'huîtres? Comment on l'a fait rapidement? Alors du coup, on a fait une écrasée de pommes de terre en cannelloni. Alors ça veut dire quoi? Écrasée de pommes de terre, je sais. En cannelloni, c'est on a récupéré le jus des huîtres, qu'on a crémé, gélifié. Ouais. On a roulé tout ça avec des huîtres à l'intérieur. Waouh, ça doit être bon ça. On peut regarder un petit peu comment ça se fait rapidement? Allez, on y va. Du coup... Ce qu'on lui a demandé à Jean-Marie pour aller plus vite, c'est... Ah voilà, regarde. Ça donne ça à la fin? Voilà. Et regarde-moi ça. Ça a l'air super bon. Et avant d'arriver à ça, il faut faire... On va agrémenter... Ça c'est Donc ça c'est de la dorade royale crue. Oui, découpée en petites allumettes. C'est ça. En petites frites. Toujours dans le sens de la longueur. Le poisson cru. On va assaisonner. Le sel, ok, ça marche, ça je sais faire. Ça aussi, c'est bon. Huile d'olive. Pas trop, ah bah oui, ça, évidemment. Bon. Hop, citron vert. Citron vert, avec le zeste. Voilà. On gratte un peu comme ça. On va récupérer le verre du citron. Pas plus, hein, je te montre. Hop. Tiens, Maxime, regarde, tu vois, le citron vert, on n'en met pas plus. Hein. Voilà. L'huile d'olive, le poivre, le sel et la dorade royale. Hop. On touille. Enfin, on mélange. En français. Vous dites touiller, vous? Ou vous dites mélanger? Ça arrive. Ah oui. Voilà. Ok. Une assiette, Audrey, s'il te plaît. Audrey, une assiette. Merci, Audrey. Voilà. Faut que je serve avec quelque chose, hein. Voilà. D'accord. Alors, l'assiette. Donc, on va assaisonner nos cannelloni. Ah, ça, c'est le cannelloni. J'ai du mal à le dire, ça. On va réassaisonner un petit peu. Oui. Rien que comme ça, moi, je les mange comme ça, moi. Hein. Non? C'est mieux après. Là. 2. J'aurai le droit de goûter, chef? Ah bah bien sûr, c'est fait pour. Et après la dorade? Voilà. Ça, c'est un truc, je le dis toujours, mais même les bons cuisiniers amateurs, la chose qu'ils ne savent pas faire, c'est dresser. Parce qu'on n'a pas d'idée, nous. Alors moi, je pense que quand on dresse une assiette, il faut, c'est quoi? Il y a des il faut se laisser aller. Ouais, c'est l'imagination. Ouais, voilà, comme ça peut nous donner... Il faut que ça nous donne envie. C'est Gauguin, il ne réfléchissait pas, il peignait. Ben voilà, c'est pareil. Un petit peu d'herbe. Voilà, c'est beau. Je trouve qu'on a fini bien cette émission de Terre de France, hein, chez vous. Franchement, Jean-Marie, c'est du top de top de top. Un petit peu de... Ça, c'est quoi? C'est une tuile au beurre. D'accord. Tuile au beurre salé. Petite tuile. Hop. Génial. Et voilà, une petite salade. Wow. Magnifique, hein? Merci beaucoup. Je peux me permettre de goûter? Allez-y. Allez, merci. Comme ça? Oui, allez-y. Bon, après tout, hein, le client, il mange comme il veut. Hein. Exactement. Divin. Bravo. Merci. Merci beaucoup. On va se quitter là. Vous allez dire c'est facile pour moi parce que moi je suis en train de me régaler. J'espère que vous régalez aussi. Voilà, c'était un beau numéro de Terre de France ici une fois de plus en Bretagne où il fait toujours beau, on est toujours bien accueillis, on mange toujours bien, on rencontre toujours des gens sympas. Donc on reviendra. Merci, à bientôt. Qui veut goûter? Bon bah voilà, je regarde. Hein. C'est super bon. Hein. C'est super bon. Mais à mon avis, le plus difficile, c'est ça à faire. Hein. C'est le cannelloni. Il faut avoir la recette. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à mourir. Ouais. La dorade royale, c'est peut-être le meilleur poisson que vous pouvez manger. À mourir. Je peux? Ah bah allez-y. Hein.